bien donc oui, je vais vous présenter donc le programme EVE, engagement volontaire pour l'environnement donc des acteurs du transport et de la logistique. Dans un premier temps, donc d'une façon globale, vous présenter les grandes lignes de ce programme, et puis dans un deuxième temps, rentrer un petit peu dans le détail des dispositifs qui composent le programme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que ça s'affiche là? Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc quelques éléments de contexte pour bien poser le cadre du webinaire et puis compléter un petit peu ce qui s'est dit précédemment. Au niveau national, le secteur du transport représente un peu plus d'un tiers des émissions. Dans ce tiers des émissions de ce secteur transport, les poids lourds représentent 18%. Pour le transport de voyageurs, les bus et les cars représentent 3%, et puis les utilitaires représentent 19%. Le gros des émissions est bien sûr, et là sans surprise, fait par les voitures, avec 54% des émissions émises. Le programme s'intègre dans la stratégie nationale bas carbone et qui vise une décarbonation complète, comme le disait Nicolas, une décarbonation complète à l'horizon 2050. Donc, le programme EVE est bien un programme d'accompagnement des entreprises pour la réduction de l'impact énergétique et environnemental pour leurs activités de transport et de logistique. Il est porté par l'ADEME, EcoCO2 et les organisations professionnelles. Alors, l'AUTF pour les chargeurs, CGF pour les grossistes, la FNTR, la FNTV, OTRE et TLF pour les transporteurs. Le programme bénéficie du soutien du gouvernement représenté par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et par le ministère de la Transition énergétique. Au niveau du financement, il est financé par les fournisseurs d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats économie d'énergie, certificat C2E. Juste pour préciser, EcoCO2 est une éco-entreprise qui crée des solutions pour accélérer la transition écologique par le changement des comportements des citoyens et des organisations. Dans ce cadre-là, EcoCO2, depuis 2009, déploie des programmes d'accompagnement sur les économies d'énergie et la mobilité durable, et conçoit des solutions connectées et réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise de l'énergie. Donc, le programme EVE fait partie donc, des programmes qui sont déployés par l'entreprise. Donc, maintenant, je vais vous présenter un peu plus précisément en quoi il consiste. Donc, c'est bien un programme global qui est adapté aux différents acteurs de la chaîne transport et logistique. Donc, il comprend 3 dispositifs. Le dispositif FRED 21 donc, pour les chargeurs, le dispositif EVCOM qui va concerner les commissionnaires, et puis le dispositif Objectif CO2 pour les transporteurs à la fois de marchandises et de voyageurs, et puis aussi pour les grossistes qui disposent d'une flotte de véhicules. Pour faire le lien entre tous ces acteurs et qui va leur permettre de communiquer des informations, d'échanger des indicateurs, une plateforme d'échange des données du programme EVE a été lancée en 2020. Donc, c'est un nouvel outil qui a vu le jour récemment. Enfin, récemment, il y a déjà à peu près 2 ans. Pour accompagner les entreprises et pour les aider à travailler sur leurs dossiers, nous sommes une équipe de 11 chargés de mission répartis dans les régions. Et donc, nous sommes là pour aider les entreprises à faire un diagnostic, un état des lieux de leurs émissions, pour développer et mettre en place une méthodologie de collecte des données, pour les aider à définir des actions, à bien préciser un plan d'action qui va leur permettre de s'engager durant 3 années à améliorer leur performance. Donc, on offre un accompagnement personnalisé et on essaye, dans la mesure du possible, d'être au plus près des entreprises dans chacune de nos régions. De même, les entreprises peuvent bénéficier d'un soutien dans leur communication à travers des relais d'articles ou alors des relais sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est fait par EcoCO2, c'est aussi fait par AUTF dans le cadre de FRED 21. Et puis, chaque année, des événements sont organisés, comme par exemple le rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable qui se tient à Paris, durant lequel des tables rondes sont organisées,
les transporteurs, les entreprises peuvent se rencontrer. Et puis en même temps, des trophées sont remis aux entreprises qui ont eu la meilleure progression, en tout cas qui ont eu des actions innovantes, par exemple, ou alors qui ont montré une bonne coopération avec leurs parties prenantes. Donc, il y a différentes thématiques sur ces trophées-là, et chaque année, c'est organisé. Le prochain rendez-vous aura lieu au mois de février. Donc, les bénéfices du programme EVE, ils sont multiples. Bien sûr, au niveau de l'environnement, ça va aider l'entreprise à réduire son impact carbone. Ça va l'aider à faire des économies, même si l'entreprise n'attend pas après ce type de programme. C'est son combat quotidien, on va dire, d'aller chercher des économies en termes de consommation. Mais en tout cas, ça va permettre peut-être de concrétiser à travers un plan d'action. Ça va l'aider aussi, c'est ce que disait Nicolas en parlant des bilans GES et de l'information GES, à anticiper la réglementation et puis à ne pas subir en tout cas les changements qui sont à venir. De même, en interne, c'est intéressant parce que généralement, ça fédère les collaborateurs de l'entreprise autour d'un programme, d'un projet qui a du sens. Et puis, ça va aider l'entreprise à valoriser son image, ainsi que toute la profession du transport à valoriser donc son image qui parfois n'est pas toujours valorisée à son bon niveau, on va dire. Le bilan du programme qui a été lancé en 2018 à fin août 2022 est le suivant. Donc, 6 850 entreprises ont été sensibilisées par les organisations professionnelles. 1 754 entreprises se sont engagées dans la démarche. Voilà, je vous laisse regarder les chiffres, je ne vais pas les commenter un par un, mais vous voyez, ça représente quand même un certain nombre d'entreprises et environ 600 entreprises, 577 ont été labellisées. Donc, ça représente 1 552 000 tonnes qui sont réduites chaque année. Pour vous donner un ordre d'idée, ce chiffre-là représente 500 millions de litres de carburant, de gasoil économisés et environ 960 millions d'euros d'économisés. Donc, c'est quand même pas négligeable. L'ensemble des plans d'action qui sont définis dans les dossiers représentent environ 10,12% en moyenne de réduction des émissions. Donc, pour synthétiser tout ce que je viens de dire là sur le programme, je précise donc que le programme propose 2 niveaux d'engagement. Un niveau, le premier niveau qui est la charte, qui est donc un outil de progrès mis à disposition des entreprises pour les 3 dispositifs, FRED 21, EVCOM et Objectif CO2. Et puis un deuxième niveau qui est le label de performance énergétique Objectif CO2, qui là vient vraiment récompenser une performance bonne, voire très bonne, atteinte par l'entreprise. Et à la différence de la charte, là, ici, l'entreprise doit respecter un certain nombre de critères, en tout cas avoir moins de 35% de sous-traitance non labellisée, avoir une bonne, très bonne performance, comme je le disais, déclarer 100% de sa flotte. Et puis, pour valider ce label, un audit indépendant a lieu, un auditeur se déplace dans l'entreprise et vient vérifier la fiabilité des données et valider le bon niveau de performance atteint par l'entreprise. Je précise que l'audit a un coût, mais que dans le cadre du programme, il est financé. Voilà, donc voilà pour ce qui est globalement le programme EVE. Je vais présenter un peu plus en détail chaque dispositif, FRED 21, EVCOM et Objectif CO2, qui sont les 3 dispositifs qui composent donc le programme. Alors, dans l'organisation du programme, juste un petit rappel concernant l'ensemble des dispositifs, c'est bien les organisations professionnelles qui sont chargées de faire la sensibilisation et l'information aux entreprises sur en quoi consiste le programme. Une fois que cela est fait, nous intervenons pour accompagner de façon concrète, nous les chargés de mission de chez EcoCO2, pour accompagner les entreprises et suivre leurs dossiers. Et puis la communication est gérée également au niveau d'EcoCO2 qui va coordonner le programme, qui va animer, valoriser les entreprises engagées et labellisées. Et pour FRED 21, c'est aussi la UTF qui a en charge la communication. Alors, justement, je vais commencer donc par FRED 21. FRED 21 donc, est le dispositif qui s'adresse aux chargeurs. Pour s'engager dans FRED 21, et comme dans l'ensemble des dispositifs, il faut faire un premier diagnostic. Ensuite, il faut définir un périmètre d'engagement. Et dans ce périmètre d'engagement, l'entreprise va devoir choisir un plan d'action qui, ici, pour FRED 21, se fait sur les 4 axes. Le premier, c'est le taux de chargement.
Le deuxième, la distance parcourue. Le troisième axe, c'est les moyens de transport qui sont mis en œuvre. Et le quatrième axe, c'est les achats responsables. Donc, ce plan d'action doit calculer au minimum une réduction de 5% des émissions, ce qui va permettre à l'entreprise donc de signer l'accord d'engagement FRED 21 et ensuite d'être accompagné durant les 3 années d'engagement sur son dossier. Le top 5 là, des actions qui sont choisies par les chargeurs sont indiquées là. La première action concerne le passage passer à des énergies alternatives au gazole. Donc, dans les plans d'action, les différents carburants sont représentés avec des calculs d'émissions qui vont avec. La deuxième action concerne l'appel à des transporteurs chartés ou labellisés Objectif CO2. Donc, la philosophie du programme, vous l'avez compris, c'est de créer une boucle vertueuse entre tous les acteurs. Et donc, dans FRED 21, les chargeurs vont faire appel à des transporteurs chartés ou labellisés Objectif CO2. Ensuite, on a des actions qui sont sur le report modal, revoir les conditions de livraison et puis l'optimisation des taux de chargement. Donc là, c'est une étude qui a été menée sur 1273 actions qui ont été analysées dans les plans d'action. Le gros des actions porte sur les moyens de transport, à 40%. Là, il est intéressant d'indiquer que les principaux secteurs d'activité sont représentés dans les entreprises engagées. C'est principalement la distribution spécialisée, l'agroalimentaire, l'industrie, et puis la grande distribution qui sont représentés dans le programme FRED 21, dans le dispositif FRED 21. Là, ici, aujourd'hui, nous avons un peu plus de 200 entreprises qui sont engagées sur ce dispositif. Donc là, je vous ai affiché les différents logos pour vous montrer un peu le type d'entreprise, la variété des entreprises qui peuvent être engagées sur un dispositif comme celui-ci. Ici, nous avons les entreprises FRED 21 qui sont engagées dans la région Grand Est, que vous pouvez retrouver sur le site fred21.eu. Donc voilà, je vous laisse regarder. Nous avons par exemple ici dans la Marne Vranken, Axon, à la fois Vranken Pommerie Monopole, mais aussi Vranken Pommerie Production, Axon Cévéal. Voilà. En Champagne-Ardenne, le groupe Soufflet également est engagé. Et là, sur cette question-là, Stéphane, on peut se dire que plus il y a de chargeurs qui vont être FRED 21, plus il y aura de conséquences parce qu'ils vont vouloir travailler avec des transporteurs qui sont éco-CO2. C'est ça, parce qu'en fait, dans le plan d'action FRED 21, comme on l'a vu, il y a l'axe achat responsable. Et dans l'axe achat responsable, l'action consiste à faire appel à des transporteurs chartés ou labellisés. Donc, effectivement, plus on a des entreprises engagées sur FRED 21, plus on a de chance, effectivement, d'avoir des transporteurs qui s'engagent. C'est un vrai levier, effectivement. Ouais. Plus il faudra le faire, d'ailleurs. C'est même ça. Très bien. Voilà, donc voilà pour FRED 21. Le deuxième dispositif dont je parle là, c'est EVCOM, donc engagement volontaire pour les commissionnaires. Donc je rappelle que le commissionnaire, c'est un des acteurs de la chaîne transport et logistique. Il n'a pas forcément une flotte en propre, mais en tout cas, il va organiser les transports pour le compte de ses clients en partenariat avec les transporteurs avec lesquels il travaille. Donc là, on retrouve le même schéma que pour FRED 21 dans le plan d'action. Pour s'engager sur EVCOM, il faut faire une première auto-évaluation de ses émissions, de ses consommations, définir un périmètre d'engagement et puis définir un plan d'action personnalisé. Alors ici, les 4 axes sont un petit peu différents. On a la flotte en propre, quand le commissionnaire a un parc de véhicules, les achats transport. Donc là, on retrouve également l'appel à des transporteurs chartés ou labellisés. La collaboration client, par exemple, accroître la part de clients destinataires de l'info GES, là on retrouve les notions de réglementation. Et puis, dans EVCOM, la particularité, c'est que le 4e axe, la RSE, est facultatif. Donc, les 3 axes obligatoires, c'est les 3 premiers affichés ici. Et pareil, il faut avoir un plan d'action qui va calculer une réduction au minimum de 5% des émissions de GES. Une fois que ça est fait, l'engagement est signé, un comité se réunit. Je rappelle qu'un comité de validation se réunit au niveau national pour valider les dossiers. Et ensuite, l'entreprise est engagée sur 3 ans. Stéphane, il faut qu'on accélère. Là. Je vais aller vite. Ouais. Dans EVCOM, les actions principales concernent
la flotte opérée quand le commissionnaire a un parc de véhicules, sensibiliser sur le programme EVE et faire appel aux transporteurs chartés ou labellisés. Il est intéressant de voir que l'ensemble des tailles d'entreprises sont représentées avec une surreprésentation quand même des plus grandes entreprises dans EVECOM. Voilà, objectif CO2, donc c'est le dispositif qui concerne les transporteurs. Là encore, on a 4 axes pour définir un plan d'action: le véhicule, le carburant, le conducteur et l'organisation des flux de transport. Donc généralement ici, ça concerne la modernisation du parc. Ici, ça concerne l'utilisation par exemple des carburants alternatifs. Vous voyez, la partie conducteur, c'est tout ce qui est programme à l'éco-conduite. Et puis, la partie organisation des flux, c'est souvent réduire les kilomètres à vide. Donc ça, voilà. Ici, on peut voir que toutes les tailles de la petite à la grande entreprise sont bien représentées dans l'objectif CO2. Là, ici, j'ai affiché les entreprises qui sont chartées en Champagne-Ardenne. Très bien. Voilà. Donc, on en a un certain nombre. Je ne vais pas m'attarder, mais… on a des participants. Il y a des participants sur la Champagne-Ardenne, tout à fait. Dans la Marne, on a les transports Liébar, les transports Patrice-Antoine, dont on va parler juste après, les transports Lebrun, et puis les transports Picard également, ainsi qu'une filiale du groupe Maufrais. Tout à fait. Les entreprises qui sont labellisées dans le Grand Est sont les suivantes, avec toutes leurs filiales rattachées. Voilà. Donc, juste ici, je vous indique que sur le site du programme EVE, il y a une carte interactive qui est disponible, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les entreprises engagées dans le programme. Les codes couleurs correspondent au dispositif. Le vert, c'est les objectifs CO2. Pour terminer, je vous parle rapidement de la plateforme d'échange des données, donc, qui permet à tous les acteurs de se mettre en lien. C'est un espace qui est sécurisé, qui est gratuit et qui permet aux donneurs d'ordre comme aux prestataires de transport de s'échanger des indicateurs sur leur performance. Aujourd'hui, elle est ouverte au transport de marchandises. Prochainement, elle sera ouverte au transport de voyageurs. Là, j'ai appris aujourd'hui qu'elle est ouverte également aux entreprises étrangères, donc c'est intéressant. Et puis, dans un futur proche, l'ensemble des dispositifs qui sont aujourd'hui accessibles via des sites différents vont être regroupés au sein d'un système d'information global. Donc, ça permettra d'avoir une plateforme qui deviendra incontournable pour l'activité transport et logistique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je suis dans les temps. On va récupérer. Merci Stéphane. Et je reste disponible pour toute question. Merci. Voilà. Allez, le contact s'affiche et puis on est en relais s'il y a besoin de toute façon. On va tout de suite enchaîner avec, dans la continuité en fait, avec l'intervention de Cédric Leclerc, qui a mis en œuvre Objectif CO2 en tant que formateur chez un transporteur installé sur la Veuve, à Châlons, le transporteur Patrice Antoine. Donc Cédric, on part, c'est pareil, pour un petit quart d'heure pour le retour d'expérience. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Cédric Leclerc. Merci. Donc voilà, j'ai créé en 2010 la société de la formation, qui est basée sur la formation dans le transport de marchandises, et bien sûr, le point principal est la conduite économique. Pourquoi cette entreprise est née? Tout simplement sur un constat très simple qui a été fait depuis longtemps, sur la croissance démographique, le réchauffement, la raréfaction des coûts et les problèmes climatiques. On tourne tous autour du même sujet, mais le cœur du problème est bien là, de toute façon. Les nouvelles exigences de la part des clients, puisque beaucoup de clients maintenant intègrent le transporteur dans leur démarche écologique. Et pour ce faire, les clients demandent tout simplement aux transporteurs de pouvoir obtenir soit la charte éco dont on vient de parler tout à l'heure, soit le label dont Stéphane nous parlait aussi. L'expérience que je vais vous remonter, elle s'est déroulée chez les transports Patrice Antoine. L'aventure a démarré en 2020, puisque Patrice Antoine m'a contacté en me disant qu'un de ses gros clients, justement, avait besoin que le transporteur soit agréé et objectif CO2. Donc, il m'a contacté pour mettre tout ça en œuvre, et l'aventure est partie de là, tout simplement.
Pour ce faire, ben, on a déjà signé un engagement avec l'OTRE. C'est le premier contact qui doit se faire pour signer l'engagement. Ensuite, au niveau de l'OTRE, on nomme un contact au niveau de l'ADEME, qui pour moi était Stéphane, justement, ça tombe bien. Et ensuite, à partir de là, Stéphane nous accompagne, et heureusement qu'il est là, parce que ce n'est pas évident dès le départ, puisqu'on a un tableur à remplir qui est, je vous le dis tout de suite, imbuvable au départ. Et grâce à Stéphane, on y voit plus clair. Donc, il nous guide sur tout ça. Et pour l'entreprise Antoine Roussel, on avait choisi 3 axes sur lesquels il fallait travailler. C'était les véhicules, l'humain, donc bien sûr la conduite éco sur les conducteurs, et les outils informatiques qui nous permettaient de gérer tout ça. Donc, on est parti sur une audit. La première audit a été faite sur le parc de véhicules et on a constaté qu'on avait 20% des véhicules qui étaient en Euro 5, qui n'était pas terrible pour obtenir la chambre CO2. Donc, vous allez voir plus tard qu'on a développé un partenariat avec un constructeur qui nous a permis, normalement sur la durée des 3 ans, d'obtenir un parc 100% en Euro 6. À l'heure actuelle, l'objectif est déjà atteint. Ensuite, on a constaté effectivement qu'il n'y avait pas de formation sur les conducteurs. Donc, comme on le disait précédemment, le problème, c'est qu'on donne des véhicules à des conducteurs et on leur dit monte là-dedans et travaille. Bon, forcément, quand vous allez voir un petit peu ce que je vais vous expliquer sur l'évolution des véhicules, ce n'est pas si simple que ça à utiliser un véhicule industriel. Et puis, on a constaté aussi sur l'audit que les outils informatiques étaient suffisants. Je vous montrerai tout à l'heure les logiciels qui sont utilisés. Et en plus, on a réussi à obtenir de la part du constructeur qui a été choisi par le transporteur un logiciel qui permet de suivre effectivement les performances des conducteurs. Donc, comme je disais, l'entreprise s'est engagée auprès du constructeur Mercedes pour obtenir effectivement 100% des véhicules en Euro 6 à l'issue des 3 ans. Et l'objectif est déjà atteint aujourd'hui. Le parc est 100%. Donc, au bout de 2 ans, l'objectif est à 100% réalisé. Il y a un gros effort de fait sur les achats. Plan de formation des conducteurs, bien sûr, ça se fait en relation avec l'exploitation, parce qu'il est hors de question de faire perdre de l'exploitation au niveau de l'entreprise pour former les conducteurs. Donc, ça se fait pendant les tournées des conducteurs, et bien évident. Avec le nombre de conducteurs qui est de 84 chez Patrice Antoine, ça nous donne une moyenne de 6 conducteurs par mois. Donc, il est bien évident que le formateur monte avec le conducteur pendant sa tournée et qu'on va travailler sur la tournée du conducteur. Logiciel incontournable de nos jours pour suivre l'évolution des performances du conducteur, qui est le Fleetboard, parce que le constructeur qui a été choisi était Mercedes. Donc, bien sûr, le Fleetboard est l'outil indispensable qui permet de remonter des tas d'informations dont je vais vous expliquer par la suite. Concernant la formation pure des conducteurs, donc dans le camion en exploitation, j'assiste bien, les 2 gros axes sur lesquels il faut travailler aujourd'hui, c'est l'anticipation dans la conduite et les nouvelles technologies embarquées sur les véhicules. Si je reviens sur l'anticipation, c'est quoi? Comme je vous l'ai écrit, c'est regarder loin pour prévoir l'avenir. De façon à augmenter, bien sûr, la sécurité, ça reste un problème aussi, la sécurité, mais concernant les économies, ça permet surtout de bien gérer la mécanique avant d'arriver sur un obstacle. Par exemple, il est hors de question d'arriver sur un rond-point en ayant lâché l'accélérateur et appuyé sur la pédale de frein. Ce que beaucoup de conducteurs font d'ailleurs. Concernant la maîtrise des outils embarqués par les constructeurs, les constructeurs ont fait énormément d'efforts là-dessus, puisque la machine par elle-même, elle est économique. Mais ça va dépendre de l'utilisation qu'on va faire de tout ça. Vous avez par exemple sur les véhicules Mercedes, vous avez un principe qu'on appelle le PPC, et qui permet entre autres de gérer toute la topographie du parcours. C'est-à-dire que le camion est capable d'anticiper sur les côtes et les descentes. Il est même capable d'anticiper les ronds-points, des choses comme ça. Mais là où on va réaliser le plus d'économies, c'est que le camion va décider par lui-même de l'injection qu'il va développer dans les côtes quand il les gère, d'accord, et d'être même capable de débloquer ce qu'on appelle l'éco-roll, qui permet tout simplement de déclencher du point mort sur le véhicule. Alors attention, ce n'est pas un vrai point mort, on n'a pas remis la boîte à zéro, c'est tout un système un peu complexe au niveau mécanique, et qui permet tout simplement au véhicule de parcourir un maximum de distance sans consommation d'énergie. Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, les conducteurs
Pour certains, bien sûr, ils sont au fait des véhicules qu'on leur donne. Mais je veux vous dire que allez, 60% des conducteurs ignorent totalement toutes ces options sur les véhicules. Et il faut être capable de s'en servir. Il faut être capable de les actionner quand on en a besoin. Mais il faut être aussi capable de les désactiver quand on n'en a pas besoin. C'est vraiment deux compétences qui sont vraiment incontournables. Sans ça, on ne peut vraiment rien faire. Bien sûr, il y a plus de choses que ça, parce qu'avant de parler d'anticipation, il va falloir déjà enlever toutes les mauvaises habitudes qu'on peut accumuler. Tous, on accumule des mauvaises habitudes en tant que conducteur. Il faut remettre tout ça au carré. Et puis enlever toutes les idées préconçues qui peuvent régner dans le transport aussi. Ça, il y a du boulot aussi. Les nouvelles technologies que je vous présente là sont propres à Mercedes, mais vous avez d'autres constructeurs. Tous les constructeurs ont la même chose. Pour moi, le plus évolué en termes d'informatique embarquée, ça reste Volvo, qui est très pertinent. Important aussi de voir que le coaching se fait bien sûr pendant la formation, mais vous savez bien qu'une fois que le formateur est descendu du camion, les mauvaises habitudes dont je vous parlais tout à l'heure reviennent inlassablement et qu'il faut absolument suivre la progression du conducteur. C'est pour ça que les logiciels qui sont développés par les constructeurs sont très bien, par exemple le Flipboard là, qui nous permet tout simplement de mesurer en temps réel ou sur une période, tout simplement, l'évolution des performances du conducteur. C'est très important pour les gens qui suivent la formation, parce que ça leur permet déjà de constater s'il y a évolution ou pas. Mais surtout, ce sont des logiciels qui nous permettent d'être très précis sur ce qui ne va pas dans la conduite. Par exemple, vous avez des notes d'anticipation. Le logiciel est capable de remonter si le conducteur anticipe bien ou pas, et il donne toujours une note au conducteur. C'est sur 10 ou sur 100, suivant les logiciels, d'accord. Et on a aussi, par exemple, le taux d'enfoncement de la pédale d'accélérateur, si on envoie trop d'énergie, si on n'en envoie pas assez, etc., pour un bon débit au niveau des injecteurs. On va avoir le taux de freinage et les distances de freinage qui sont relevées. On va avoir aussi l'analyse du terrain qui est fait par le véhicule. On est capable de voir si le conducteur est dans un relief, dans un fort relief ou dans un faible relief. On va avoir bien sûr les consommations qui remontent. On va avoir le taux de CO2 qui remonte aussi. C'est très important pour le sujet qu'on traite aujourd'hui. On va avoir les distances de freinage. On va avoir les temps d'arrêt moteur. Le moteur tourne. Est-ce que le véhicule est en mouvement ou est-ce qu'il n'est pas en mouvement? Bien sûr, un moteur qui tourne à l'arrêt, c'est de la perte sèche et c'est de la pollution qui ne sert à rien du tout. On va trouver aussi sur ce genre de logiciel si les fameuses technologies sont utilisées ou si elles ne sont pas utilisées. En termes de pourcentage, on voit si ça a été utilisé tout au long du parcours, sur un certain pourcentage du parcours, et ce qui nous permet à nous, formateurs, de faire une analyse de toutes ces données-là et de déterminer exactement sur quel point on va aller travailler avec le conducteur. Donc, il y a toujours une première phase où, je dirais, on dégrossit la chose avec l'anticipation et les connaissances, et après, on va affiner en fonction de l'utilisation que le conducteur va faire de tout ce qu'on lui a enseigné. Et ça nous permet d'être très précis au bout d'un moment. En termes de gain de consommation, même pour les meilleurs conducteurs, on arrive à gagner 2 litres sur la consommation. Et en moyenne, je vais rester sur une moyenne sans parler des extrêmes, on va obtenir 4 à 5 litres de consommation sur un même parcours, sur un parcours dédié. C'est important. Concernant les outils informatiques, l'entreprise s'est dotée d'un logiciel d'organisation de transport qui est Xirix, le Transix qui est très connu dans le milieu. C'est un logiciel de suivi d'exploitation. Et puis surtout, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on a ce fameux logiciel qui nous permet de suivre toutes les analyses de conduite et d'intervenir en temps réel et sur les objectifs bien déterminés. Concernant les gains potentiels, suite à justement tout ce qu'on avait vu avec Stéphane, en fonction de tout ce qu'on avait rempli dans le tableur, on a un gain potentiel sur la période, donc qui est de 3 ans, bien sûr. On est quand même à 420 tonnes d'économie de CO2, ce qui représente une économie de 135 000 litres, et ce qui nous fait 45 000 litres par an. Bien sûr, c'est le potentiel maxi. Je vous avouerai qu'on n'en est pas là aujourd'hui, puisque ça représente une économie sur tout le parc qui est de 3,5 litres. À l'heure d'aujourd'hui, sur le parc, on est à 1,8. Ben, il y a encore 50% à aller chercher, quoi. Il y a encore 50% à aller chercher. Un gros travail. Et là, on parle de CO2 et puis de litres, mais on peut aussi faire une petite estimation financière. Bien sûr, suivant le taux du litre, vous pouvez très bien déterminer ce qui n'est pas consommé n'est pas dépensé. Tout à fait.
Est-ce que je peux me permettre une précision, Vincent? Oui, je t'en prie. Bien sûr. Oui, Cédric, c'est juste aussi pour préciser que dans l'outil Objectif CO2, les polluants sont calculés, notamment les dioxydes d'azote, les NOx, les composés volatiles et les particules. Une évaluation des polluants est faite dans l'outil également. D'accord. À savoir aussi que l'entreprise a été déjà un petit peu plus loin parce qu'elle s'est engagée aussi sur le nouveau carburant, qui est le XLT, et qui est utilisé à 50% à l'heure actuelle. Donc, il y a une expérience qui est en train de se faire dans l'entreprise pour aller déjà beaucoup plus loin que ce qui est déjà mis en place. Et rappelle-nous, Cédric, le XLT, il est produit à base de déchets végétaux et de graisse animale. Voilà. Ça marche. Voilà pour ma partie. Bon, bah super, Cédric. Et on a bien compris, hein, la formation se met en œuvre sans rupture d'exploitation. Hein. Oui, c'est très important de le signaler. Oui, il n'y aura pas de perte financière pour les entreprises. Ça ne peut être qu'un gain financier. Ouais, c'est ça. On ne s'arrête pas de travailler quand on est formé. Hein. Et c'est intéressant parce que le conducteur travaille dans son véhicule, qui est son outil quotidien de travail. C'est ça. Voilà, c'est bien aussi. C'est ça. Ce qui est important de le faire en exploitation, parce qu'on sait qu'un conducteur, quand on le sort de l'exploitation, on obtient d'excellents résultats en formation. Pourquoi? Parce qu'il est concentré à 100%, mais ça ne tient pas compte de tout ce qu'il peut avoir dans la tête au long de la journée, c'est-à-dire son heure d'arrivée. Est-ce que ça va bien se passer chez son client? Est-ce que la prochaine tournée va bien se passer? Tout ça, ce sont des choses que le conducteur a dans la tête et qui l'empêchent des fois de raisonner sur une bonne conduite. Ouais. Et au moins, on est sur du réel. Un grand merci aussi au transport Patrice Antoine, hein, qui ont accepté qu'on fasse le retour d'expérience. La demande, au final, elle émane d'une demande client des transports Antoine. Et donc, Stéphane, hein, on voit, il y a un vrai phénomène où les chargeurs, les clients intègrent la fonction RSE dans la logistique avec des politiques d'achat durable. Ça, c'est un phénomène qui est très, très fort. Hein. D'où l'intérêt pour les entreprises de transport, oui, de s'engager dans des démarches comme celle-là. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Là, c'est le marché qui va demander ce type de comportement. Hein. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui va généraliser dans l'avenir. Exactement. Ça va devenir la norme. Et on a vu aussi avec Nicolas qu'il y avait un aspect réglementaire qui risquait aussi de se durcir sur ce sujet-là. Et on va parler tout à l'heure des zones à faible émission. On sera aussi dans le sujet. Hein. Merci beaucoup, Stéphane, Cédric, pour cette intervention en binôme. C'est bien clair. On a toutes les informations. Et on va ouvrir sans transition, hein, comme on dit dans le jargon, pour ce genre de choses. Ah, on a une question de Damien. Quel axe de motivation pour les conducteurs? Est-ce qu'il y a des mises en avant des personnes, je dirais, bon élèves, ou est-ce qu'il y a des systèmes de primes? Est-ce qu'il y a des freins d'ailleurs au changement, Cédric, de la part des chauffeurs? Le frein au changement, ça vient des conducteurs qui ne veulent pas en entendre parler, d'autres qui n'arrivent pas à le mettre en œuvre, et ça les saoule particulièrement. D'accord. Maintenant, les points sur lesquels on peut les prendre, c'est effectivement d'instaurer des primes dans l'entreprise. Ça, c'est l'argument qui marche à tous les coups. Mais on trouve aussi de plus en plus de conducteurs qui sont vraiment impliqués dans l'environnement. Ouais. Ça, c'est une nouveauté qu'on a depuis quelques temps. Et franchement, ça fait plaisir à entendre parce que les gens pensent plus à ce qu'ils vont laisser à leurs enfants que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Là, il y a une grosse évolution de ce côté-là. L'état d'esprit change. Le phénomène, l'outil prime, c'est récurrent, on le voit souvent, ouais, c'est fortement utilisé. Alors, il y a une action qui s'appelle Management de la performance à l'éco-conduite qui peut être choisie par l'entreprise. Donc, ça peut être une prime, effectivement. Maintenant, voilà, toutes les entreprises ne vont pas sur ce sujet-là, mais en tout cas, il peut y avoir un système de management qui est mis en place, qui va servir d'incentive dans l'entreprise. Et là, les chauffeurs vont se mobiliser aussi. Et ce qui est intéressant dans cette action-là, c'est que ça gomme un petit peu les mauvaises habitudes qui reviennent vite. Voilà, une fois entre deux formations effectuées, le chauffeur reprend vite. Alors que s'il y a un management, ça lisse un peu la conduite de façon optimale. Ça marche. Il faut absolument suivre les conducteurs et informer les conducteurs de leurs résultats. Ça, c'est important. Par rapport aux entreprises engagées, c'est une des actions qu'ils peuvent mettre en œuvre et on la voit quand même assez régulièrement. Bon, très bien. Et Grégory nous dit que la nouvelle réforme de la formation continue accentue cette formation éco-conduite à compter du 1er novembre. Il y a des vrais gains à faire là-dessus. Les gains sont importants. Oui, tout à fait. Bon, un grand merci, messieurs. Un grand merci.